Bonjour, je vous souhaite la bienvenue et c'est un plaisir de vous accueillir au nom du festival Histoire et Cité à la conférence Hypercity, un réservoir urbain d'histoire appliquée qui est proposée en partenariat avec les bibliothèques municipales de la ville de Genève. J'ai le plaisir d'introduire l'intervenant, le conférencier d'aujourd'hui, Nick Oulmy. Nick Oulmy, il est historien et il a eu plusieurs vies parce qu'il a été animateur de radio, coordinateur dans Centre culturel, chercheur en histoire contemporaine, journaliste, musicien, chargé de projet dans le domaine des Digital Humanities. Et aujourd'hui, il travaille comme médiateur culturel numérique et comme rédacteur pour les bibliothèques municipales de la ville de Genève et contribue au magazine scientifique Horizon et Hémisphère. Ce qui va nous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui a été conçu par les bibliothèques municipales en 2021 et on va le voir, c'est une plateforme qui permet de naviguer la ville et c'est un plaisir pour moi de passer la parole à Nick Oulmy qui va nous amener avec lui en balade en dehors des murs de l'université. Merci. Bonjour, merci. Avant de commencer à vous raconter des histoires, j'aimerais vous passer une vidéo de 2 minutes pour un petit tour dans la rue. Here was I, a gypsy, looking for a world to roam in. Now the world is in my arms. No more aimless searching for a place to feel at home in. For the world is in my arms. Mexican hills, Florida skies, tropical seas here in your eyes. When I see you smile, I see the sunsets of Geneva. What's that magic in your charms? When I hold you, I hold the world right here in my arms. La chanson, pour info, c'est The World is in My Arms, enregistrée en 1940 par un chanteur américain de 25 ans qui deviendra par la suite une superstar, Frank Sinatra. Et c'est à ma connaissance dans l'univers des cultures pop le plus ancien morceau de musique enregistré mentionnant Genève. When I see you smile, I see the sunset in Geneva. Quand je te vois sourire, je vois le coucher de soleil à Genève. C'est ce qu'il dit. On le trouve dans le volet Pop Genève de la plateforme Hypercity, créée en 2021 par les bibliothèques municipales. Volet qui propose de naviguer Genève à travers des morceaux de musique dont les paroles ou le clip vidéo mentionnent ou montrent des emplacements du territoire genevois. Donc, dans la rue, Hypercity se manifeste matériellement sous la forme d'arbres, environ 80 arbres de 2021 à aujourd'hui, avec des pancartes accrochées aux branches.
Lever les yeux et le téléphone, flasher un code QR, c'est une des manières d'entrer dans ce réservoir d'histoire et d'imaginaire. L'autre manière, c'est simplement de taper hypercity.ch dans son navigateur et de commencer l'immersion depuis n'importe où. Histoire avec un S entre parenthèses à la fin, qui joue de la proximité troublante entre les mots qui désignent l'histoire et les histoires. Hypercity se nourrit de cette proximité, l'histoire comme réservoir d'histoire, les histoires qui font émerger l'histoire, proximité qui est une source d'émerveillement et de fascination, mais également une source de confusion. Dans nos vies personnelles, comme dans les grands mouvements géopolitiques, on voit en effet combien l'histoire est faite d'histoire, de récits fabriqués par l'imaginaire et projetés sur le réel, qui façonnent notre perception du réel, donc notre action sur le réel, et c'est ainsi que les histoires finissent par façonner l'histoire. L'autre marque distinctive de ce projet, c'est ce préfixe « hyper », pas parce que Genève serait plus hyper qu'une autre city, mais pour tenter de réaliser le fantasme de parcourir la ville comme un hypertexte, c'est-à-dire comme une page avec des hyperliens sur lesquels on clique. Par exemple, premier clic, le premier plongeon que nous avons mis en place pour ces plongées, c'est celui-ci devant le temple de la Madeleine au bord des rues Basses. C'est l'un des 241 emplacements proposés à ce jour pour Hypercity. Et je clique. Cette rue est une rivière. Cette rue qu'on entrevoit en contrebas, au bout du passage qui porte le nom surnaturel de rue d'Enfer, cette rue qu'on devine à peine depuis ici, qui commence à Rive et qui s'achève à Bel-Air, et vice-versa, cette rue dont on parle au pluriel en l'appelant Basse, avec un S à la fin, cette rue est une rivière. Rivière, c'était d'ailleurs son nom. En 1600, un auteur inconnu mentionne dans les annales de la cité de Genève, je le cite, « les rues basses, appelées la rivière ». En 1753, l'historien Jean de la Corbière explique que l'on appelle encore ces rues basses rivières. En 1866, Jules Vuy, juge et politicien, et historien aussi, évoque « la rue de la rivière que nous appelons aujourd'hui les rues basses ». En 1900, Guillaume Fassiot, banquier et historien, note que on disait autrefois la grande rue de la rivière. Si vous viviez là, on disait alors que vous habitiez en la rivière, ou par exemple, plus exactement, en la rivière dessous, près le Mollard, à l'enseigne du Marteau d'Or. Petit à petit, ce nom s'oublie. On le rencontre une dernière fois, il y a 60 ans, en feuilletant dans les archives en ligne les pages d'un journal de Genève de 1963, qui mentionne dans un article historique des maisons sises à la rue de la Rivière. Bon, en vrai, je vous l'avoue, même si ça casse un peu mon propos, rivière signifiait en fait rive, rivage. L'anonyme de 1600 que je mentionnais écrivait en fait, si je vous cite le passage en entier, « Les rues basses, appelées la rivière parce qu'elles étaient situées à la rive du lac ». Et Guillaume Fassiot, en 1900, notait que on disait autrefois la grande rue de la rivière, ce dernier mot pris dans le sens de rive. Soit. Cette rue qu'on appelait rivière était donc, à l'époque où on la nommait ainsi, c'est-à-dire vers 1500 ou 1600, un rivage. Avant ça, elle était juste de l'eau, une vague comme une autre dans les masses emmêlées du Rhône et du Léman. La ville était là-haut, sur la colline. Elle descendait jusqu'ici, à la hauteur de l'emplacement où vous avez cliqué sur ma voix. Et en bas, c'était liquide. Ça continue, mais j'arrête là, sur cette confusion dans l'histoire, dans les histoires et dans les imaginaires de notre ville, sur ce flottement entre rue, rivière, rivage. Et en préparant cette présentation, j'ai eu envie de faire une petite expérience de pensée en demandant à plusieurs intelligences artificielles génératives de générer des illustrations de cette confusion en créant des images à partir de la phrase « Les rues basses de Genève à l'époque où elles étaient une rivière ».
Au-delà du fun et aussi de tout ce qu'on peut reprocher légitimement à l'usage de ces outils, l'intérêt de ce genre d'intelligence artificielle, c'est qu'elle permet en quelque sorte de visualiser l'imaginaire collectif qui s'incarne dans les millions d'images avec lesquelles l'intelligence artificielle en question a été nourrie. Donc l'intelligence artificielle peut être utilisée comme un raccourci pour générer des synthèses, des résumés de nos représentations culturelles autour d'un thème donné. Ici, ce qu'elle suggère, c'est qu'une rue-rivière, c'est un canal comme à Venise ou à Amsterdam. Et ce qui est frappant, c'est que même à Genève, même si Genève n'a pas de canal, sa réalité n'est pas très loin de cet imaginaire-là. Dans Hypercity, j'ai cherché les traces de cet imaginaire de la rue-rivière dans la réalité, mais aussi dans la fiction. Un exemple dans le roman La pêche miraculeuse du Genevois Guy de Pourtalès, publié en 1937. Dans les rues basses, les employés de banque et les demoiselles de magasins à bicyclette encombraient la chaussée qui coulait comme un fleuve, charriant des jupes de couleur et des chapeaux de paille. Et j'ai aussi donné cette citation à une intelligence artificielle générative. Après, j'arrête avec ça, c'est promis. Voilà le résultat. Cette enfilade de rues est donc appelée Grande Rivière vers 1500, puis rue Basse vers 1700. Basse, parce que depuis la vieille ville, on regarde ces rues littéralement et métaphoriquement de haut en bas. Une oligarchie de vieilles familles en haut, le reste en bas. Les deux étages reflètent alors la hiérarchie sociale et ses clivages, même si un certain mélange apparaît, et même en quelque sorte une hiérarchie inversée, celle de la coolitude et de la street credibility, qui ne peut qu'être en bas, et aux yeux de laquelle la ville haute est figée dans une ringardise tétanisante. L'auteur genevois Marc Monnier l'a décrit ainsi dans « Genève et ses poètes du XVIe siècle à nos jours », en 1873. Petit à petit, dans les hauts quartiers, les visages allaient s'effilant, se pétrifiant, jamais froissés par le rire, et gardant le pli raide de la réflexion. Les corps étaient tout d'une pièce, les femmes allaient droit leur chemin et paraissaient glisser sur des rails. La ville haute s'assombrissait de plus en plus, bâillait aux brumes, prenait le spleen. Et à ce sujet, Guy de Pourtalès en remet lui aussi une couche. Toujours dans le roman La pêche miraculeuse de 1937, il y a, dit-il, des gens qui ne poussent pas dans la ville haute, mais dans les rues basses, dans les livres, et dont on entend parler de loin en loin par les journaux. Les héros de romans, par exemple, les artistes. Un autre écrivain genevois, Louis Dumur, revient en 1913 dans le roman Un estomac d'Autriche sur les rues basses, telles qu'il les imagine un siècle plus tôt, mêlant les peuples du haut et du bas. Dans sa robe en pékin et sous sa capote à plumes, une dame du quartier haut précisait d'un doigt important devant l'obséquiosité d'un pâtissier ployé une commande de dariole ou de poupelin. Toute rouge, sous sa coiffe blanche, une fille dictait une lettre au père Fontana, d'Asti en Piémont, chapelier et écrivain. Un convoi de bétail passait en tintinabulant. Un niable portait sa marmotte. Des mendiants tendaient le feutre. Dissimulés dans une encoignure, un préposé guettait les chiens errants. Et pendant que le tapage montait, que la rue se gonflait, que les marchés se concluaient, que les dos ondoyaient, on voyait tout à coup s'ouvrir le flot mouvant pour laisser avancer, solennel et menu, entre ses porteurs à catogan poudrés, la chaise de Madame la préfète. Fin de citation. Il n'y a pas trop moyen de savoir malheureusement grand-chose de plus sur cette préfète,
Sophie Adélaïde Ercilly Cartellac. Originaire de Milhaud dans l'Aveyron, épouse du préfet Guillaume Antoine Benoît, baron Capel, en charge du département du Léman à l'époque où Genève était annexée à la France entre 1798 et 1813. Bon. Avant de quitter les Rubasses et de changer d'histoire, je vous propose 6 mini-immersions d'une minute chacune dans un film et dans 5 clips vidéo, tous géolocalisés dans Hypercity, qui investissent le périmètre de la Genève historique avec leurs histoires. Le film, pour commencer, c'est l'histoire d'un braquage de banque via un faux chantier et de faux ouvriers autour de la place Bel-Air, orchestré depuis la tour de Lille. Albus. Je crois qu'il est temps que les gens me dévisagent. La forme un mirage depuis le plus jeune âge. Les vôtres ont perdu le rivage. Est-ce qu'une vie suffit pour un apprentissage? Tirer des leçons, paraît qu'ici-bas tout est question d'atterrissage. Albus. Je crois qu'il est temps que les gens me dévisagent. La forme un mirage depuis le plus jeune âge. Les vôtres ont perdu le rivage. Est-ce qu'une vie suffit pour un apprentissage? Tirer des leçons, paraît qu'ici-bas tout est question d'atterrissage. Cause I'm black and I walk alone makes me a target. Packing a pocket full of heat makes a man forget that we human too. And melanin don't change that. Ain't it strange how our judgment gets so skewed and faded? Straight hair, bleach skin, camouflage to the cops. It's still shooting at us though we got our hands up. Ego tripping, quota filling, overcompensating villains. Disguised in uniforms, fulfilling evil intention. Militarized, something designed to protect civilians. Terrorizing communities that we living in. Police brutalities and everyday reality. We gotta wake up to real criminality. Hey, Mr. Policeman, can't you see we got our hands in the air? Hey, Mr. Politician, can't you see we got our hands in the air?
Il y a d'autres lieux dans Genève où une confusion sur l'histoire d'un toponyme a généré des histoires et des imaginaires. Par exemple, le quartier des Paquis, dont le nom vient d'un mot qui signifie pâturage en arpitan, c'est-à-dire en patois franco-provençal, mais à propos duquel la romancière turque Asli Erdogan, dans son livre Le Mandarin miraculeux, publié en 2001 et situé à Genève, donne très sérieusement une explication qui sonne comme une évidence, mais qui est en fait tout à fait bidon, et qui refaçonne en une phrase l'histoire et l'identité de ce quartier. Je lis « Grand comme l'ongle, le principal quartier d'émigrés de cette ville coffre-fort tient son nom des premiers émigrés, des Pakistanais, qui se sont établis ici il y a 30 ans. » Parfois, ce genre de confusion semble même avoir un impact réel sur la représentation et l'identité d'un quartier, comme dans cette histoire de rivière engloutie qui coule de la Servette aux grottes. Cette rivière, donc, ou ce qu'il en reste, qui s'écoule aujourd'hui sous terre, est sans nom. Était, semble-t-il, longtemps appelée, à l'époque où elle se montrait encore, Nant des Crottes. Crotte avec un C, oui, et Nant avec un T, N-A-N-T, nom courant à Genève, qui n'indique en fait rien de très spécifique, n'importe quelle rivière, torrent, ruisseau, de l'eau qui coule, quoi. Ce cours d'eau était appelé des crottes, pour désigner son courant crotté, ce qui pouvait signifier qu'il était littéralement souillé de crottes, ou alors, moins scatologiquement, qu'il était juste boueux, voilà. Quelque part au XIXe siècle, le C devient un G pour faire moins crade, plus joli. Le nom est appelé dès lors des grottes et donne son nom au bout de ville qu'il mouille et qui commence alors à pousser derrière la gare. Des crottes, grottes, donc on renomme, c'est une opération de com, de cosmétique, on maquille, on déguise, on falsifie quand même un peu. Et quartier des grottes, ça projette du coup un nouveau regard, ça déclenche des quêtes historiques et spéléologiques à la recherche de ces grottes imaginaires. Et ça participe à réinventer, à redéfinir une identité de villages troglodytes et de communautés underground engagées dans une forme de résistance souterraine par rapport aux valeurs dominantes de la société environnante. Je reste sur la rive droite, je reviens vers l'eau. On ne s'en rend pas vraiment compte aujourd'hui, mais c'est fou à quel point autrefois on craignait les lavandières. On les voyait le jour, les lavandières, laveuses, blanchisseuses, affairées du matin au soir sur des bateaux lavoirs qui s'alignaient en enfilade de la place du Rhône au quai du Sauget, du tout premier collé au quai de Lille en 1691, au tout dernier qui, désaffecté, fera naufrage dans le fleuve en 1941. On voyait sur ces embarcations amarrées en nombre variable, jusqu'à 9 selon les époques, on voyait ces batelières du linge et on entendait le bruit de leur travail. Le processus, le déroulement de la lessive avait la durée et la complexité d'un procédé alchimique, voire même sorcier, qui commençait à la tombée du jour, lorsque les habitantes et les habitants de la ville venaient déposer leur paquet de linge que les lavandières brossaient, coulaient, bouillaient dans des chaudières, puis frottaient, battaient, et enfin mettaient à sécher sur le pont des bateaux, comme la voilure d'une navigation au long cours, mais immobile. Pourquoi en fait on craignait les lavandières ? Selon l'ethnologue française Yvonne Verdier, autrice d'un ouvrage classique intitulé « Façon de dire, façon de faire, la laveuse, la couturière, la cuisinière », paru en 1979, c'est parce que les travaux de lavage ne touchent pas qu'au linge, mais aussi à ces deux moments de passage que sont le premier bain de l'enfant à la naissance et la dernière toilette de la personne qui vient de mourir. Selon la presse genevoise de la fin du XIXe siècle, on craint les blanchisseuses parce qu'elles se mutinent parfois pour défendre leurs droits en se barricadant dans un bateau, comme ça arrive par exemple en bas de Saint-Jean en 1887.
Et selon le folklore urbain du 19e et 20e siècle, on les craint parce qu'on pense qu'elles connaissent tous les secrets de la ville, qu'elles se les partagent et qu'elles peuvent devenir des sortes de lanceuses d'alerte, comme le raconte la chanson « Les bonnes dames de Saint-Gervais », écrite par Émile Jacques Dalcroze autour de 1900 et reprise ici par un trio pop. Les bonnes dames de Saint-Gervais, que donc, que dis-tu, que dit-on, que dit-elle donc près de la fontaine? Les bonnes dames de Saint-Gervais se dévoilent leurs secrets. Ce monsieur qui est un banquier, que donc, que dis-tu, que dit-on, que dit-elle donc près de la fontaine? Ce monsieur qui est un banquier ne peut pas payer son loyer. Mais évidemment, en réalité, ce sont elles, les blanchisseuses, qui sont en danger. En 1913, alors que les bateaux ont été chassés du centre-ville et qu'ils se concentrent désormais sur les actuels quais du Seget, qui s'appelle alors quai de Saint-Jean, et Turrettini, qui s'appelle alors quai du Seget, si vous suivez, l'un de ces bateaux, l'Avoir, sombre dans le Rhône le 1er août à 5 heures de l'après-midi. Je lis dans le journal de Genève, sous le titre « Une catastrophe au quai du Seget ». Des ouvriers qui travaillaient sur le quai et avaient assisté à la catastrophe se portèrent immédiatement au secours des naufragés. Mais ils ne purent pas faire grand-chose. Il était en effet impossible de pénétrer dans le bateau et les malheureuses qui s'y trouvaient restaient prises sous le toit. Fin de citation. La police, les pompiers, le service des eaux et les secouristes interviennent, arrachent la toiture et récupèrent les corps inanimés des 5 femmes qui se trouvaient à bord. 2 d'entre elles sont ramenées à la vie. Mais pour les 3 autres, pour Marie Didot, âgée de 28 ans, Cécile Pléhold, âgée de 21 ans, et Franceline Mermier, âgée de 73 ans, c'est trop tard. Une enquête, des arrestations, des procès s'ensuivent pendant 5 ans, aboutissant enfin en octobre 1918 à la condamnation de l'État de Genève et des héritiers du propriétaire du bateau, qui entre-temps est décédé, jugés coupables de négligences diverses dans le contrôle d'une embarcation dont, je cite, « le plancher de manière tout à fait visible était pourri, complètement vermoulu ». Les coupables ne sont pas condamnés à la prison, mais ils doivent verser des indemnités aux familles des lavandières noyées. Les bateaux lavoirs qui restent, amarrés au quai de Saint-Jean, seront interdits d'usage à partir de 1925. Et un siècle plus tard, en 2021, en hommage, comme on dit, aux victimes, une rue qui débouche pas loin de leur noyade, la pente raide appelée jusque-là pisciculture, sera rebaptisée rue des 3 blanchisseuses. On continue à naviguer dans ce flottement entre histoire au singulier, au pluriel et imaginaire, en se rapprochant à la fois géographiquement et institutionnellement du lieu où on se trouve là maintenant, l'Université de Genève, avec une de mes histoires préférées dans Hypercity, une histoire qui se passe entre plusieurs univers, entre Genève et le monde, l'histoire de Ramassama, l'homme des cavernes qui est vivant à plein palais. Imaginez un attroupement autour d'une baraque en bois. Imaginez une estrade devant la baraque, où un individu crie et gesticule pour vous pousser à payer quelques sous et à vous glisser à l'intérieur. Imaginez, dedans, une créature vivante, humaine, plus ou moins, qui semble surgir d'un temps vertigineusement perdu, un temps perdu comme les commencements sauvages de notre humanité. Imaginez tout ça un jour de 1899, lors d'une des fêtes foraines qui, chaque année de décembre à février, font naviguer entre le centre-ville et plein palais leurs carousels, leurs monstres, leurs freaks, leurs phénomènes de foire, leurs caravanes d'étrangeté. Étrangeté comme cette créature, justement, qui se tient face à vous, dans une baraque de la plaine de plein palais, et qu'un journaliste, correspondant à Genève de la Feuille d'avis de Vevey, décrit ainsi, je lis, « Ramassama, c'est le nom auquel il répond par des grognements inarticulés, est couvert de poils des pieds à la tête, sauf sur les mains et sur les biceps. Son dos ressemble, pardonnez-moi la comparaison, à un dessus de vieille malle campagnarde, ou mieux, au dos d'une chèvre. Il possède une vraie toison brunâtre et grise. Les jeunes voix, ajoute l'article,
vont en foule voir cette curiosité anthropologique qu'ils ont baptisée irrévérencieusement « l'homme à poil ». Fin de citation. À poil, avec un S à la fin, je précise. Bon, d'où sort-il cet homme à l'état sauvage ? Selon le journal de Genève, il a été pris dans une caverne au Caucase. Selon la Gazette de Lausanne, je lis « Il y a quelques années, une expédition de savants russes au sud de l'Himalaya entendit parler d'un être étrange ayant apparence d'homme qui vivait au fond d'une forêt. On le traqua. On le captura sous un abri de rochers en saillie où, sur un lit de feuilles fort épais, on trouva, avec des débris de fruits, quelques bâtons de diverses grosseurs. C'était son gîte. Emmené à Pétersbourg, il y fut examiné par plusieurs savants et placé comme élève dans un asile de sourds-muets. Il n'y avait rien appris au bout de 6 mois. Alors, pour tirer parti de leurs trouvailles, les savants russes le firent voyager. Fin de citation. En même temps que le public curieux et que la presse en quête d'histoire, la science s'intéresse à l'homme velu. À Genève, ces photos sont exposées dans les vitrines de la librairie universitaire Georg, à la Coraterie, et des savants se font livrer la créature pour l'examiner en public dans leur salle de cours à l'université. Le curieux phénomène est présenté ainsi à l'école de médecine lors d'une leçon d'anatomie. Je lis dans le Journal de Genève « Ce personnage, qui est d'une intelligence très bornée et n'émet que quelques sons gutturaux, a donné à monsieur le professeur Laskowski l'occasion de faire à son nombreux auditoire une leçon des plus intéressantes sur le système pileux. En terminant, monsieur Laskowski a dit qu'Adam et Ève ressemblaient probablement davantage à Ramasama qu'aux œuvres des peintres qui nous les montrent du plus beau type arien. » Fin de citation. Un autre professeur, Eugène Pitard, l'anthropologue qui créera 2 ans plus tard le musée d'ethnographie de Genève, s'intéresse, lui, à la provenance du phénomène. Son hypothèse, c'est que Ramasama, je cite, « n'est nullement un habitant du versant nord de l'Himalaya, comme le suppose son montreur, mais un Aïno, de l'île de Sagalien, sur la côte orientale de la Sibérie. » Fin de citation. La Sibérie. Pourquoi pas ? À moins que... Ça continue, mais j'arrête là, je résume la suite. Après Genève, Ramasama part à Lausanne, où un spectateur est pris de soupçons face aux mains du phénomène qui lui paraissent trop lisses. Il en parle à droite, à gauche. La police finit par en avoir vent, par s'intéresser à l'homme sauvage et par découvrir que Ramasama, en dehors de ses exhibitions, est en fait une personne tout à fait ordinaire, qu'il est instruit, qu'il parle français, qu'il est originaire de Lyon et qu'il réside en Haute-Savoie. Mais le plus frappant est ce qui se passe après. Le fake étant démasqué, on pourrait penser que ceci enlève de l'intérêt au phénomène, mais en fait non. Dans les baraques foraines vers 1900, comme aujourd'hui dans les médias et sur les réseaux sociaux face aux fake news, la suspicion de la supercherie suscite un intérêt supplémentaire, devient un vecteur de viralité. Quoi qu'il en soit, les péripéties genevoises et lausannoises de Ramasama, entre spectacles de rue et amphithéâtre universitaire, se mettent au printemps 1899 à circuler dans la presse mondiale, où on les retrouve dans des journaux en Angleterre, en Australie et aux États-Unis. Hypercity revient d'ailleurs en d'autres lieux sur ce genre de sujet, celui des exhibitions au XIXe siècle et dans les premières décennies du XXe, de personnes qui, pour de vrai ou pour de faux, sont présentées comme incarnant les mœurs prétendument sauvages d'un lointain peuple exploré et soumis par l'Occident, et qu'on peut voir dans les baraques foraines du centre-ville à Nouvel-An ou dans le village noir du Luna Park des Eaux Vives en 1911. Ces exhibitions assez stupéfiantes voient se croiser alors dans la rue ou dans un parc un projet scientifique ou à prétention scientifique. Elles sont des illustrations vivantes du discours qui s'élabore à cette époque en affirmant qu'il existe entre les sociétés humaines des inégalités naturelles fondées sur des différences raciales. Un projet politique, car des prétendues inégalités légitiment les missions civilisatrices affichées par le colonialisme. Et une dimension anthropologique. Ces spectacles satisfont une quête d'histoire, histoire avec un S, qui est à la fois une évasion vers une forme
de merveilleux, mais aussi une manière de faire du sens en nous disant d'où nous venons, ou qui nous sommes et qui ne nous sommes pas. Bon, l'histoire, les histoires, on continue. J'en ai choisi encore deux. La première, près de la place des Augustins. Le passant, la passante, qui transite dans ce coin le 2e jeudi de juin 1971 et qui, alerté par des voix qui semblent surgir des arbres, lève la tête pour essayer de comprendre d'où vient ce bruit. Le passant, la passante qui transite ici ce jour-là, est saisi de stupeur et pousse sans doute un petit cri en découvrant que là-haut, perchés dans les branchages au-dessus de sa tête, se tiennent des gens, plus précisément des femmes et un prêtre. Le passant, la passante, ne sait pas, à ce moment-là, que ces gens vont rester perchés pendant 1 semaine et que leur présence dans les feuillages est un moment à la fois fondateur et quelque peu oublié de la vie genevoise contemporaine. Un épisode qui laisse des traces, à la fois très profondes et presque invisibles, une saga qui dure 7 mois et que la presse de l'époque appelle « l'occupation des arbres » ou « la guerre des arbres ». Le « Journal de Genève » du 12 juin 1971 la raconte du point de vue des bûcherons. Je lis. Les ouvriers qui, jeudi matin, approchèrent leur scie, des 3 peupliers et du magnifique séquoia qui sont le plus bel ornement d'une parcelle située entre rue des Minoteries et rue de Carouge, et sur lequel la municipalité a, paraît-il, des plans très précis, en restèrent bouche bée. Que les pigeons familiers ou des merles aient installé leur logis sur des arbres condamnés par les projets d'urbanisme, soit. Mais des femmes, et même l'abbé du quartier, qu'ils voyaient jucher sur une haute branche, il y avait de quoi abandonner ces outils, ce que les ouvriers firent sans insister. Fin de citation. Pourquoi, en ce jeudi de juin 1971, une partie des habitantes et des habitants de ce quartier quitte-t-elle le sol, si j'ose dire, pour s'établir dans 3 peupliers et un séquoia? Pour protester, explique l'article, contre les démolitions effectuées ou en cours dans le quartier des Minoteries. Un autre journal, la Gazette de Lausanne, cite un communiqué des occupantes et occupants des arbres. Je lis. « Nos arbres tombent, nos espaces verts disparaissent, nos logements bon marché sont peu à peu démolis, nos gosses n'ont que la rue pour jouer. » Ça continue, mais je coupe là, ça se termine mal. Mais cette histoire marque un tournant dans l'histoire genevoise de 2 manières. La première, vue d'aujourd'hui, est déconcertante. En lisant la presse de l'époque, on voit que les journalistes sont étonnés de voir un mouvement de gauche prendre la défense des arbres. Et on apprend ainsi, avec une certaine stupéfaction, que le combat pour la végétation en ville était porté dans cette période de l'histoire genevoise par l'extrême droite populiste réunie au sein du parti Vigilance. La deuxième manière dont cette histoire marque un tournant, c'est l'ethnologue et sociologue Bernard Creta qui la relève dans une interview à la Tribune de Genève, 40 ans plus tard, en 2013, où il note que, je cite, « l'occupation des arbres de Plain Palais a constitué un acte fondateur qui a inauguré les mouvements de quartier. Cela a permis la transition entre le mouvement de 1968, basé autour de l'université, et les mouvements de quartier à Genève en rassemblant des publics plus larges. » Hypercity raconte d'autres histoires qui courent comme des rivières englouties dans l'histoire genevoise, comme celle du Royaume, un lieu entouré de mystères, situé à l'emplacement actuel de la piscine des Vernets et de l'ancienne caserne, où vit des années 1920 aux années 1970 une communauté mêlant gens du voyage, foraines et forains, circassiennes et circassiens, gitanes et gitans, comme on dit alors, partiellement sédentarisés, ainsi que des personnes marginales, solitaires ou en quête d'une vie champêtre à la lisière de la ville. Un lieu qui s'inscrit dans l'imaginaire genevois sous le nom de Royaume, sans qu'on sache si cette appellation lui est collée par l'écrivain Georges Haldas, qui est inépuisablement fasciné par ce lieu, ou si elle vient de la famille Royer, dont c'était autrefois le domaine, ou encore, écho plus ou moins conscient du légendaire royaume des mendiants qui peuple l'imaginaire européen depuis 6 siècles
qu'on retrouvait hier chez Victor Hugo et aujourd'hui dans le jeu vidéo Assassin's Creed, une cour des miracles autour d'un roi des gueux, peuplé de faux infirmes estropiés le jour, miraculeusement guéris la nuit. Les sociologues lausannois Jean-Pierre Tabin et René Knuzel ont disséqué dans le livre « Lutter contre les pauvres », paru en 2014, la manière dont ce stéréotype, celui du faux pauvre, organisé en réseau dans une société parallèle, continue à influencer pernicieusement les politiques contemporaines. Bref. Je vais terminer en évoquant la dernière des histoires ajoutées à ce réseau de récits, qui commence à 500 mètres d'ici, entre Confédération Centre et la place de la Fusterie. Les voyages martiens d'une reine de plein palais ou les jeux d'esprit d'Ellen Smith et Lise Muller. Chapitre 1, une superstar surnaturelle. Une superstar surnaturelle, une exploratrice de planètes, une voyageuse dans le temps, une célébrité qui communique avec les esprits. C'est ainsi qu'Élise Muller apparaît un jour quelconque de l'année 1900 aux yeux des gens qui accourent juste là, au 8 rue de la Confédération, qu'on appelait alors rue des Allemands, pour la voir. Des gens venus souvent de loin, d'Europe et des États-Unis, qui espèrent apercevoir cette femme entre les tissus de soie du magasin Badan où elle travaille. Élise Muller est médium, c'est-à-dire qu'elle communique apparemment avec des personnes mortes, ou plus précisément avec leurs âmes désincarnées lors de séances de spiritisme dans lesquelles il se passe tout ce qu'on peut imaginer. Table qui tourne toute seule, coups frappés par des forces invisibles, envahissement du corps de la médium par des fantômes qui utilisent sa gorge et sa bouche pour se mettre à parler. Élise est au cœur de tout ça, mais seulement le dimanche ou le soir après le boulot. La journée, elle travaille ici, depuis toujours, c'est-à-dire depuis ses 15 ans, lorsqu'elle a commencé sa vie professionnelle. Chez Badan, elle a été apprentie, puis demoiselle de magasin, comme on dit alors, puis au fil du temps, elle est devenue chef de rayon. Elle travaille trop, 11 heures par jour. C'est l'époque, direz-vous. On est en 1900. Mais déjà à l'époque, une note en bas de page dans un livre écrit sur elle, le livre qui vient de la rendre célèbre sous le pseudonyme d'Ellen Smith, souligne que ce n'est pas l'une des moins scandaleuses barbaries de notre prétendue civilisation que ces maisons de commerce et ces grands magasins, d'où le sens des affaires semble avoir banni toute notion d'humanité et où l'on voit des organismes féminins, au mépris de la physique la plus élémentaire, condamnés des heures durant à une quasi-immobilité dans la station debout et exposés aux foudres de l'honorable patron pour chaque instant de repos pris à la dérobée et par contrebande sur quelque méchant escabeau. Le livre où on trouve cette phrase a un titre et un sous-titres qui sont un vrai bouquet d'étrangetés. Il s'appelle « Des Indes à la planète Mars, étude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie » du psychologue genevois Théodore Flournoy. C'est largement à cause de lui, de ce livre et de son succès à Genève, en Europe et aux États-Unis que des gens se pointent là, à l'endroit où les rues basses s'élargissent côté lac vers la place de la Fusterie et s'embranchent côté colline vers la place des Trois Perdrix, la rue Bémont et la bibliothèque de la Cité, que des gens se pointent là donc, venus de loin, sans rendez-vous, en espérant voir cette femme de près. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial ? On dit que dans une autre vie, il y a un peu plus d'un siècle, elle était Marie-Antoinette, reine de France décapitée sous la Révolution. Et puis, dans une autre vie encore, il y a 6 siècles, elle était une princesse arabe, appelée Simandini, mariée à un prince indien, appelé Sivroka. On dit qu'elle a visité la planète Mars, qu'elle parle et écrit la langue martienne. C'est donc l'histoire d'une vendeuse dans les rues marchandes du centre de Genève qui devient en 1900 une superstar surnaturelle, médium, exploratrice des vies parallèles générées par la face cachée de son esprit, astronaute en transe, peintre somnambule. Elle participe à sa manière à la découverte de l'inconscient, à la naissance de la linguistique et au combat des femmes pour choisir leur rôle dans le monde. Au passage, ces explorations en transe et le succès du livre qui les raconte font de Genève un lieu de pèlerinage spirito-occultiste très couru, selon la formule de l'auteur du livre, le pionnier de la psychologie Théodore Flournoy. Le parcours Ellen Smith et Lise Muller se termine pas loin d'ici, au bord de la plaine de Plainpalais, au 20 avenue Henri Dunant, au pied d'une des œuvres d'art public les plus mystérieuses du territoire genevois, une œuvre qui est à sa manière un monument à la mémoire de cette femme,
une enseigne en néon de l'artiste allemand Olaf Nicolai qui utilise des caractères inspirés de l'écriture martienne créée en transe par Ellen Smith et Liz Muller. Et je termine avec cette œuvre qui se trouve dans la rue, au cœur d'une coïncidence. Olaf Nicolai ne le savait pas lorsqu'il a créé son œuvre en 2022, mais la plaine de Plainpalais, au-dessus de laquelle il a installé son néon, est appelée la planète rouge, dans le folklore urbain genevois, depuis qu'elle a été recouverte de ce granit concassé couleur rouge brique en 2010, et depuis que les rappeurs du secteur Plainpalais-Jonction ont injecté cette association d'idées dans leurs paroles. Donc je m'arrête là sur cet imaginaire martien dans les rues genevoises. As you know, the neon is changing lights according to the distance what Earth has to Mars. Red is when Mars is close, blue is when it's far. From a deep red to a deep blue, changing slowly according to distances. It doesn't mean that you have to see Mars, but the sign at night will tell you it's close, also if you have not a Mars appearance on the night sky. I can't pronounce it, because if I would pronounce it, I would tell you what it is. But I don't know what it is. I choose it totally for me, like somebody who cannot read the language. So I had the feeling that it found some interest, especially because you don't know what it means. Nothing raises more attention than a secret. I like this character that everything can be something else. Just to frame it differently. Just think about it as something else. Then it can be something else. So this is the power of imagination, or the power of fiction, fictionalizing things, you know. And that is something what I do quite often in my works, that I play with the power of fiction, because this is the strongest power we have. Merci. Un grand merci, Nicoumi, pour cette conférence qui était captivante, très riche, que personnellement j'ai adoré. Je propose d'ouvrir tout de suite aux questions de la salle. Donc on a encore une dizaine de minutes pour accueillir vos questions. Ça suffit de lever la main et puis il y a quelqu'un qui va passer avec un micro. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui, madame. Attendez, il y a le micro qui arrive. Vous voulez pas? Vous voulez pas? Non, mais tout le monde t'entend. Oui. Ok. Pas sûr. Voilà. Non, la question, elle est, je trouve ce projet de QR code vraiment intéressant. J'ai un peu honte parce que je connaissais pas, enfin j'y suis pas, j'ai pas pratiqué, je suis désolée, Nick. mais en tout cas ça donne envie et je trouve que le son nous amène dans un autre univers. Et ma question, elle est plus pragmatique. Est-ce que vous avez, je pose vraiment c'est pragmatique, des indicateurs comme sur les gens le nombre de personnes qui écoutent ces QR codes? Ça m'intéresse toujours, ça, les podcasts, savoir si on les écoute. Oui, on a des statistiques. C'était jusqu'à avant le lancement du dernier parcours Ellen Smith et Liz Muller, on avait 4000 visites par mois. Là, on est passé autour de 5000. Voilà. Oui, merci beaucoup. Alors moi, je suis venu aujourd'hui parce que je suis un de ces 4000 ou 5000. J'ai fait la balade de la Servette, j'ai découvert la Lion Street notamment. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous réunissez ça. C'est un ou deux historiens qui font tout ce travail, ou bien est-ce que vous intégrez des gens du quartier? Enfin, comment vous récoltez toutes ces informations passionnantes et vraiment stimulantes? Comment est-ce que vous récoltez cette mémoire de quartier, en fait?
Alors j'espère ne pas vous décevoir en disant que les contenus, je fais ça tout seul. C'est la 4e année où je fais ça à mi-temps. Donc voilà, ça prend un peu la totalité de ce mi-temps-là. Entre récolter les contenus et puis mettre en forme, écrire, tout ça. Les sources, c'est beaucoup... les premières sources, c'est des sources... j'utilise beaucoup les archives de presse numérisées qui donnent des points de départ et qui donnent beaucoup de matière aussi. J'utilise beaucoup de littérature historique pour donner de l'épaisseur et pour donner de la solidité aux propos, pour que, bien sûr, on soit dans l'imaginaire, mais toujours en étant toujours clair où on est dans l'imaginaire, quand on est dans l'imaginaire et quand on est dans le réel, du moins dans le réel tel qu'il a pu être reconstitué. Et puis, après, oui, il y a des suggestions. Il y a une invitation qui est accrochée sur la plateforme à envoyer des suggestions. Donc, de temps en temps, on reçoit des suggestions. Alors, il n'y a pas de recherche systématiquement, de récolte systématique de la mémoire du quartier. Il y a une mémoire orale qui arrive parfois par des biais. Vous mentionnez la Lion Street, donc la rue de Lyon telle qu'elle est rebaptisée par les rappeurs du coin, et notamment par cette rappeuse dont j'avoue que j'ai un blanc pour son nom là, qui a fait ce morceau sur la Lion Street. Donc il y a une partie de mémoire orale qui arrive par exemple, alors typiquement c'est une source mine de rien assez massive, la mémoire orale telle qu'elle se transmet dans les paroles des rappeurs et telle qu'elle finalement devient document à travers leurs vidéos. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, vous mentionniez la Servette. Pour la Servette, il y avait aussi une autre source qui était assez incroyable. Le site archive.org, qui est un site d'archivage généralisé de toutes sortes de sources, de plusieurs formats, mais beaucoup écrites, et à travers lequel on peut aussi naviguer dans énormément de romans via des mots-clés, même presque plus qu'avec Google Books, ou disons c'est un complément intéressant. Et en mettant le mot-clé rue de la Servette là-dedans, je suis tombé sur toute une série de romans internationaux, de romans beaucoup américains et anglais, qui focalisent sur la rue de la Servette à un moment clé de l'intrigue. Des intrigues qui en général sont des histoires d'espionnage international ou de guerre même. Rue de la Servette comme étant un point de liaison entre Genève, ville internationale, et le monde, parce qu'on y passe pour aller à l'aéroport. Et donc il y a j'en ai répertorié, j'en ai cité dans la halte, je crois, une dizaine, mais j'en ai trouvé au moins une vingtaine de romans d'espionnage qui font un focus rue de la Servette. Autre source inattendue. Est-ce qu'il y a, on a encore le temps? Oui. Moi j'ai 2 questions. Merci beaucoup. Moi, je suis assez fasciné aussi par ce projet. La première, c'était pour savoir si tu as été inspiré d'autres modèles de villes qui ont un petit peu accompagné la configuration du projet. Et la deuxième, enfin c'est un petit peu une interrogation. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans une ville qui a une forte histoire institutionnelle. En tout cas, cette histoire, on n'en parle pas beaucoup dans les musées. Et puis les regards sur Genève sont assez multiples et assez fuyants, puisqu'il y a quand même des couches de population qui se déplacent, qui partent, qui restent un moment, souvent. Et je voulais savoir comment toi tu envisageais ce projet par rapport à la mémoire collective de la ville. Tu l'utilises, mais tu es en train d'en recréer une autre. Donc si c'est quelque chose que tu assumes, ou bien tu penses que c'est une action précise pour un moment, ou alors peut-être une intention de documenter un moment du passé, en tout cas disons de l'histoire collective de la ville. Alors au niveau des exemples, des sources d'inspiration, oui, je crois que j'avais dans la tête des balades guidées avec peut-être à l'époque des CD, ou je ne sais plus, des trucs assez anciens à Londres et à Paris. On était invités à se balader avec un récit dans les oreilles. Mais ce que j'ai surtout à l'esprit, et ça entre aussi un peu dans
deuxième question, c'est une sorte de fantasme, véritablement de fantasme assez ancien pour moi, me baladant dans la ville et ayant ce rêve que partout on puisse cliquer, entre guillemets, et c'était même avant qu'on ait ces hypertextes où on peut cliquer, et qu'on puisse avoir accès aux couches, à des informations et des récits issus des couches antérieures ou des couches perdues de chaque spot de la ville. Donc dans ce sens, il y avait une sorte de fantasme même, pour citer la formule de Pérec, qui est encore une fois mise en avant dans ce festival, une tentative d'épuisement d'un lieu en répertoriant la totalité de ce qu'il y a dans ce lieu, mais la totalité de ce qu'il y a dans ce lieu, pas seulement aujourd'hui, mais dans toutes les couches du passé. Donc évidemment, ça c'est un fantasme. Et par rapport à la deuxième question, on est dans une sorte de... On est vraiment dans un entre-deux, sur une sorte de strapontin qui a pris une certaine visibilité, mais qui reste une forme de strapontin, c'est-à-dire que le projet a été lancé dans le cadre de l'année thématique qui s'appelait Fenêtres sur rue aux bibliothèques municipales. Chaque année, on a une thématique pour la programmation culturelle. Donc il fallait imaginer quelque chose en lien avec la rue. C'est parti comme ça. Ensuite, l'année d'après, c'était Pop Culture, la thématique annuelle. C'est là qu'on est parti sur le volet Pop Genève. Donc ça reste quelque chose d'assez improvisé dans un sens, même si après il y a énormément de travail pour les contenus sur les objets choisis, mais le projet en tant que tel reste quelque chose d'un peu flottant qui s'adapte chaque année au thème des bibliothèques municipales, qui s'adapte au support aussi. Jusqu'ici, le SEV nous a donné carte blanche pour toutes les arbres de la ville, mais il y a eu des changements au niveau directif du SEV et on doit tout enlever d'ici la fin, on doit tout enlever à la fin de l'année et chercher un nouveau support pour l'année prochaine. Donc l'inscription d'une manière plus solide de ce projet dans une mémoire reste assez flottante, quoi. Elle reste assez dépendante de beaucoup de facteurs qu'on ne maîtrise pas, que je ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrise pas forcément. On a encore de temps pour une petite question, s'il y a encore quelqu'un dans la salle. Sinon, moi, je vais profiter de mon rôle de modératrice pour en poser une dernière. Un des premiers slides que vous avez mis dans votre PowerPoint, vous avez mis les 80 affiches. Je trouvais les titres très évocateurs. Et il y en a un qui m'a marqué, qui m'a intriguée, et c'était la muraille de Chine et le chemin magique. Donc, j'étais très curieuse de savoir où se trouve la muraille de Chine ici à Genève. Alors, on est dans le quartier de Saint-Jean, où à un moment donné, le chemin de fer, pour répondre à la contrainte technique d'un train normal qui ne peut pas avoir plus qu'un certain degré de pente sur les voies ferrées, a érigé cette chose qui maintenant fait partie du paysage urbain et qu'on hésite même, comme ça d'une manière spontanée, à concevoir comme étant artificielle, mais qui est pleinement artificielle, donc ce terre-plein sur lequel court le train, et qui a été très vite baptisé la muraille de Chine par les habitants, les habitantes, parce que ça coupait tout à coup deux parties de la ville qui avant étaient simplement, qui n'en étaient qu'une. Tout à coup, ça met une muraille. Voilà, la muraille de Chine qui, évidemment, il y avait une charge de rejet de cet objet dans cette dénomination. Et le chemin magique. Alors, le chemin magique, c'est une appellation qui vient du folklore urbain, du hip-hop et des graffitis, qui lui vient quelques décennies plus tard, ou plusieurs décennies plus tard, s'emparer d'une partie de cette voie ferrée, celle qui est maintenant couverte, les voies couvertes de Saint-Jean, donc qui crée là, un nouveau terre-plein, mais cette fois un terre-plein convivial, aimable, que les gens adoptent, et qui a quand même des parois sur les côtés qui sont investies par les graffiteurs et qui commencent à en parler, puisque c'est une telle surface aussi, une telle possibilité de déambuler dans les œuvres. Ils appellent ça le chemin magique. Donc voilà.
Un grand merci à Niculmi pour cette conférence. Un grand merci à vous pour votre participation. Je vous souhaite une très belle continuation de journée avec la programmation du festival. Je vous invite aussi à vous arrêter, faire un petit tour dans la librairie historique, dans le hall du Four, ou prendre un café à la Guinguette. Une très belle journée et merci beaucoup. Merci.